Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le 23 octobre 2018, à la tribune de la Grande Assemblée nationale de Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan prononce un discours au ton accusateur vis-à-vis de l'Arabie saoudite, après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Sous les acclamations des députés, Erdogan fait un geste a priori anodin mais hautement symbolique. De la main, il fait le signe Rabia, 4 doigts levés et le pouce replié. Plus qu'un geste de soutien aux frères musulmans égyptiens, le symbole est une critique à peine voilée envers la politique régionale de Riyad, principal allié du régime d'Al-Sisi, au pouvoir au Caire depuis le coup d'État de juillet 2013. Dans ce sens, il est légitime de s'interroger sur les raisons d'une telle offensive diplomatique. La critique de l'Arabie saoudite par l'utilisation de l'affaire Khashoggi est-elle le reflet d'une solidarité identitaire et politique entre le Parti de la justice et du développement turc, Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, et le Parti de la liberté et de la justice égyptien, İzal Hürriye ve Al-Adalet, en vertu de leur appartenance commune à l'islam politique réformiste? Ou alors cette critique est-elle un levier de pression sur Riyad pour infléchir ses positions stratégiques, notamment dans les dossiers syriens et qataris? Une première lecture de la réaction d'Ankara nous conduit à considérer l'existence d'une rivalité historique, confessionnelle et idéologique entre la Turquie et l'Arabie saoudite. La querelle entre les deux pays trouve ses origines dans une opposition historique entre l'Empire ottoman et la tribu Al-Saoud, dont les deux premières tentatives de création d'un proto-État sont réprimées par Istanbul au XVIIIe et XIXe siècle. Bien plus que leurs premiers échecs d'autonomisation politique, les descendants des Al-Saoud conservent à l'esprit la décapitation du fondateur de la dynastie, Abdullah, en 1818 à Istanbul. À la rivalité historique s'ajoute un antagonisme d'ordre confessionnel. Au dogmatisme de l'islam wahhabite et hanbelite défendu par Riyad s'oppose un islam hanafite turc, considéré comme libéral et ouvert. Cette différence réelle entre deux lectures de l'islam tend à être éclipsée par le clivage chiite-sunnite. Troisième dimension, sans doute la plus pertinente pour expliquer le désaccord idéologique sur le cas égyptien, est la divergence turco-saoudienne sur l'islam politique et les fonctions accordées à la démocratie et la religion dans la société. Soucieuse de conserver son pouvoir, la dynastie saoudienne régnante s'attache à une forme de régime wahhabite et autoritaire, refusant l'idée de démocratie et s'érigeant en modèle pro-statu quo. A contrario, la Turquie dispose d'une tradition démocratique et le parti de l'AKP considère les urnes comme seule source de légitimité pour exercer le pouvoir. C'est en ce sens qu'il faut interpréter le soutien turc au processus démocratique en Égypte, d'autant plus que la transition porte au pouvoir un parti issu des frères musulmans. Il est à noter que Jamal Khashoggi était lui-même proche des frères musulmans, et était vu à Ankara comme un modèle d'intellectuel promoteur d'un islam politique moderne, celui de l'AKP. De plus, le journaliste saoudien avait reconnu la responsabilité saoudienne d'une manière ou d'une autre dans l'échec de la démocratie égyptienne, affirmant que l'hostilité des États-Unis, alliés de Riyad aux frères musulmans, est le cœur du problème et la raison de la crise du monde arabe. Une critique indirecte à la monarchie saoudienne. Toutefois, une deuxième lecture du bras de fer diplomatique entre Ankara et Riyad, en particulier au sujet de l'affaire Khashoggi, fait émerger des motivations stratégiques. Pour nombre d'observateurs, la rhétorique du président turc Erdogan consistant à réclamer justice et toute la vérité sur l'affaire est un calcul stratégique pour transformer une crise en opportunité. La Turquie est intéressée par un allègement du blocus entrepris par l'Arabie saoudite et ses alliés, Bahreïn, Égypte et Émirats arabes unis, contre l'émirat gazier du Qatar. Ce dernier abrite la première base militaire turque installée dans la région depuis 2014, dont la fermeture est l'une des conditions saoudiennes pour lever le blocus, exigence jugée inacceptable pour la Turquie. Aussi, le richissime émirat est une source d'investissement pour l'économie turque. Un autre objet de désaccord entre Ankara et Riyad réside dans le soutien du dernier aux forces démocratiques syriennes, dominées par les factions kurdes liées au Parti des travailleurs du Kurdistan, Partiya Karkeren Kurdistan PKK. Or, considérant le PKK comme une organisation terroriste,
Ankara œuvre à empêcher l'émergence dans le nord de la Syrie d'une zone autonome kurde qui déborderait naturellement sur ses frontières et mettrait en danger sa sécurité intérieure. Par la même occasion, la rhétorique turque vise directement un allié régional des États-Unis et espère infléchir la politique américaine de soutien aux forces kurdes en Syrie. Ainsi, l'offensive diplomatique turque revêt une double dimension à la fois idéologique et pragmatique. Cette dualité est nettement visible dans le discours de Recep Tayyip Erdogan face aux députés du Parlement turc, dans la mesure où les mots et symboles choisis traduisent une double stratégie. D'une part, Erdogan se fait le défenseur de la liberté d'expression, prend la défense d'un journaliste proche des frères musulmans et surtout affiche un signe de ralliement idéologique à la confrérie considérée comme terroriste par Riyad et Le Caire. D'autre part, le président turc prend le soin de ménager le roi Salman en lui témoignant sa confiance, et en rappelant que son royaume est un pays frère et ami, une façon d'inviter cordialement son homologue à considérer les intérêts turcs dans la région. Sans se mettre à dos un partenaire économique et énergétique, la Turquie utilise l'affaire Khashoggi comme levier de pression pour la sauvegarde de ses intérêts régionaux, et par un geste hautement symbolique, Rabia assume son rôle auto-assigné de promoteur d'un islam politique compatible avec la démocratie. Le cœur de notre étude réside dans l'analyse des causes et facteurs présidant à la définition de cet arbitrage, fragile et fluctuant, entre idéologie et pragmatisme dans la politique étrangère turque à l'ère AKP, en particulier dans la région du Moyen-Orient. Rapport personnel à l'objet. Un séjour d'une année académique dans la ville aux 7 collines n'a pas suffi à satisfaire toute notre curiosité sur la Turquie, mais a grandement nourri nos connaissances sur un pays qui suscite les passions à l'est comme à l'ouest. Au fil des expériences et des rencontres, 2 éléments ont retenu notre attention et conduit à entreprendre la présente étude. Dans une discussion avec un ami kurde sur la probabilité d'un Kurdistan au Moyen-Orient, il nous fait remarquer que la Turquie soutient le droit des Palestiniens à un État tandis qu'elle nie ce droit au peuple kurde. Bien évidemment, les 2 situations sont différentes à bien des égards, notamment en raison de la possibilité de débordement d'un éventuel Kurdistan sur les frontières turques, ce qui n'est pas le cas dans la question palestinienne. Néanmoins, sur le moment, nous avons été saisis d'un questionnement sur le rôle des principes idéologiques et des intérêts nationaux dans la politique étrangère turque. Dans une autre perspective, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël a déclenché une vague de manifestations en Turquie, et en particulier à Istanbul. Au hasard d'une rencontre dans un taxi, nous avions engagé la discussion avec le chauffeur dans un mélange d'arabe et de turc. Notre principale question portait sur les récentes manifestations, et les raisons de l'engagement de la société civile sur ce sujet. Parmi les mots que nous avions compris, musulmane, humet, mazloumin. En somme, il s'agissait d'une solidarité au nom de la proximité identitaire et religieuse. Ainsi, notre expérience et ces 2 faits ont influencé notre choix de réaliser un travail de recherche sur la politique étrangère turque au Moyen-Orient à travers le prisme de l'idéologie et du pragmatisme. Cadrage conceptuel, idéologie. Le terme idéologie a évolué à travers le temps et revêt différentes définitions. Karl Marx utilisait l'idéologie pour se référer aux idées servant les intérêts de la classe dirigeante, et les libéraux ont utilisé le terme pour identifier des similitudes entre communisme et fascisme durant la guerre froide. Progressivement, la notion acquiert un sens plus neutre et tend à devenir un outil pour analyser dans quelle mesure l'action politique est structurée par les croyances et les valeurs des acteurs politiques. Pour Andrew Heywood, l'idéologie revêt une triple dimension. D'abord, elle offre un état des lieux, une critique de l'ordre établi sous forme d'une vision du monde. Ensuite, elle offre un modèle de futur désiré et désirable, une forme de bonne société. Enfin, l'idéologie dessine la manière d'apporter le changement politique. Dans le présent travail, nous entendons par idéologie le rôle des idées, des représentations, des croyances et de l'identité dans la définition des choix de politique étrangère turque vis-à-vis du Moyen-Orient. Kémalisme et Moyen-Orient. À partir de sa fondation en 1923, la République turque est façonnée par la personnalité de Mustafa Kemal Atatürk, père des Turcs, et en particulier par son héritage doctrinal, le kémalisme.
Cette idéologie politique repose sur une version révolutionnaire et militante de la laïcité, et un nationalisme assimilationniste, définition qui sera conservée tout au long de cette étude à travers l'adjectif kémaliste. La première dimension ne vise pas une séparation de l'Église et de l'État, mais une mise sous tutelle étatique des pratiques religieuses par le biais du Diyanet, pour créer un islam turc préservé des influences étrangères, notamment arabes. La deuxième dimension se réfère à un nationalisme ethno-religieux, qui représente le pilier central de l'autoritarisme kémaliste, par sa volonté d'assimiler les minorités musulmanes et ethniques, et créer une nation sunnite, musulmane et turcophone. Ce kémalisme orthodoxe se consolide dans les années 1930 sous l'influence de la bureaucratie militaire et civile et du parti CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, dominé par la figure d'Atatürk jusqu'à sa mort en 1938. Cependant, la démocratisation de la vie politique turque à partir de 1946 soumet la domination du CHP au jeu politique. Dès lors s'ouvre une nouvelle phase historique de la doctrine héritée d'Atatürk que la sociologue Fatma Müge appelle « kémalisme gardien ». Désormais, l'armée se proclame comme la principale héritière des principes kémalistes qu'elle entend faire respecter par ses interventions dans la vie politique turque. En politique étrangère, la révolte arabe lors de la Première Guerre mondiale, entretenant l'image d'un coup de poignard dans le dos, et l'ambition occidentaliste de l'élite kémaliste auraient induit une indifférence de la Turquie vis-à-vis des pays arabes, durant l'entre-deux-guerres et une orientation de sa politique étrangère vers l'Occident. Toutefois, un débat historiographique récent fait émerger une analyse différente. Pour l'historien Hamit Bain, loin de se détourner du Moyen-Orient, la Turquie kémaliste 1923 à 1938 a entretenu de façon pragmatique des liens économiques, culturels et diplomatiques constants avec ses voisins régionaux. En ce sens, la rupture de la Turquie avec le Moyen-Orient est à situer à partir du début de la guerre froide, qui engage pleinement le pays dans le camp occidental par son intégration au sein de l'Alliance atlantique et son rapprochement avec la communauté européenne en vue de l'adhésion. De ce contexte, les milieux kémalistes ont conservé une certaine réticence à se projeter dans une région perçue comme un symbole du passé ottoman et islamique. L'AKP, un produit de l'islam politique turc. Au tournant du XXIe, l'arrivée au pouvoir de l'AKP est un symptôme de mutation sociale et politique profonde en Turquie, qui modifie l'idéologie politique du pouvoir à Ankara et influence par là sa politique étrangère vis-à-vis du Moyen-Orient. Il s'agit d'abord d'une mutation de l'islam politique turc. Si nous considérons l'islam politique comme un mouvement de résistance à la modernisation occidentaliste, dans un pays qui n'a pas un passé de colonisé comme la Turquie, ce phénomène exprime la dénonciation d'un processus d'endocolonisation par les élites occidentalistes, kémalistes. Cela explique la raison pour laquelle tout au long du XXe siècle, les partis islamistes voient leur tentative d'exercice du pouvoir entravée par l'establishment kémaliste. Cette tendance perdure jusqu'à l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002. La victoire de ceux qui se définissent comme des conservateurs démocrates est la traduction politique d'un bouleversement socio-économique et de l'émergence d'une Turquie noire, pieuse et originaire d'Anatolie, au sein des élites turques. D'une part, le libéralisme de l'AKP sur le plan des pratiques religieuses éveille les soupçons d'une volonté de remplacer l'idéal de l'homo kémalu, laïque, occidentalisé et moderne, par un nouvel idéal d'un homo islamicus, pieux, conservateur et attaché aux valeurs et traditions turco-musulmanes. D'autre part, à la bourgeoisie kémaliste contrôlant l'économie de grandes villes de l'Ouest se substitue une nouvelle bourgeoisie islamique, porteuse d'une synthèse entre libéralisme économique et conservatisme social et principalement originaire d'Anatolie. Cette révolution multidimensionnelle bénéficie de la libéralisation économique et politique impulsée par le processus d'adhésion à l'UE, qui dote la société civile turque d'un espace d'expression plus élargi pour influencer les orientations intérieures et extérieures du pays. Néo-ottomanisme. Le parti de l'AKP est porteur d'une nouvelle vision de l'identité et de la politique étrangère turque, en rupture avec la diplomatie kémaliste, dont la manifestation la plus parlante est l'engagement turc au Moyen-Orient. Selon le politologue Ömer Taspinar, la nouvelle idéologie politique promue par l'AKP est un néo-ottomanisme,
qui ne vise pas une résurgence de l'Empire ottoman dans une perspective néo-impérialiste, mais une projection du soft power turc. Cette nouvelle politique étrangère est fondée sur 3 piliers. Premièrement, elle est animée d'une volonté de se réconcilier avec l'héritage ottoman et islamique de la Turquie, chez soi et à l'étranger. Cela se traduit sur le plan intérieur, par une application plus modérée du principe de laïcité et sur le plan extérieur, par un usage croissant du référent islamo-ottoman commun dans les anciennes provinces de l'Empire, notamment arabes. Selon Ahmet Davutoglu, penseur de la nouvelle politique étrangère turque qui deviendra conseiller d'Erdogan puis ministre des Affaires étrangères à partir de 2009, l'héritage ottoman et la géographie turque constituent une profondeur stratégique à exploiter pour s'imposer sur la scène régionale. Deuxièmement, la diplomatie de l'AKP se distingue, selon Taspinar, par un sens de la grandeur et de confiance en soi, considérant la Turquie comme un État central dans la région. La troisième caractéristique du néo-ottomanisme est son objectif d'embrasser l'Occident autant que le monde musulman. Si les 3 aspects avancés par l'auteur permettent une définition du néo-ottomanisme, d'autres aspects nous semblent fondamentaux dans la politique étrangère de l'AKP, raison pour laquelle nous n'aurons pas systématiquement recours à la notion de néo-ottomanisme dans notre développement. En effet, dans le rapprochement entre la Turquie et le Moyen-Orient, d'autres éléments sont à considérer comme l'identité et la sensibilité des partisans et cadres de l'AKP, le discours néo-tiers-mondiste turc notamment sur la question palestinienne et l'opposition à l'influence occidentale dans la région, le rôle croissant des acteurs non étatiques et la promotion d'un modèle turc basé sur la symbiose entre démocratie, prospérité économique et islam politique. Cadrage conceptuel, pragmatisme. Les idées ne sont pas vraies ou fausses. Elles sont ou non utiles, affirme le philosophe américain William James. En ce sens, le pragmatisme peut être défini comme un comportement façonné par des objectifs et des circonstances pratiques, plutôt que par des buts idéologiques ou de principes. Il s'agit de la capacité d'un acteur à tenir compte des réalités dans la poursuite de ses objectifs. Dans la théorie néo-réaliste des relations internationales, le caractère anarchique du système international pousse les États à poursuivre des objectifs avant tout de sécurité et d'intérêt national. Dans le cadre de ce travail, nous considérons le pragmatisme comme la capacité de la diplomatie turque à appliquer une réelle politique et dépasser les considérations idéologiques pour maximiser l'intérêt national, par le biais de la sécurité et des gains économiques. Dans le cas de la Turquie, la géographie du pays constitue un déterminant majeur dans la poursuite de gains sécuritaires et économiques au Moyen-Orient. La valeur de la position géographique turque réside dans son positionnement stratégique à la croisée de 3 régions. D'abord, la chute de l'Union soviétique ouvre la voie à l'indépendance des républiques turcophones d'Asie centrale. L'opportunité sera saisie par Turgut Özal, président turc de 1989 à 1993, qui impulse le développement de relations culturelles et économiques vers cet espace turcophone. Ensuite, la Turquie est reliée par voie terrestre et par la mer Noire à l'Europe de l'Est et en particulier les Balkans, historiquement liés à l'Empire ottoman. Enfin, le troisième espace est le Proche et Moyen-Orient, du Caucase au Golfe Persique, sans négliger l'ouverture sur l'Afrique du Nord par la Méditerranée. Étant donné que l'expression varie selon les perceptions géopolitiques de son utilisateur, nous ne pourrons afficher une définition consensuelle du Moyen-Orient. En ce sens, une définition couramment admise définit le Moyen-Orient comme l'ensemble régional rassemblant la péninsule arabique, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Yémen, Oman, le Levant, Syrie, Jordanie, Liban, Israël, Palestine, la Turquie, l'Égypte, l'Irak et l'Iran. Les pays parfois admis dans certaines définitions comme le Maghreb, la Libye, le Soudan, Chypre, l'Afghanistan et le Pakistan ne seront mentionnés que dans un contexte particulier. La région du Moyen-Orient est perçue par Ankara comme une zone de conflit israélo-arabe, syrien, d'irrédentisme, question kurde, mais également de marché économique et source d'approvisionnement en énergie. Pour Ibrahim Kalin, actuel conseiller en politique étrangère du président Erdogan, la Turquie dispose d'une position géopolitique sensible et vit dans un environnement dans lequel elle ne peut rester indifférente, de la problématique énergétique à celle de la sécurité.
Ainsi, par sa situation géopolitique, la Turquie est amenée à interagir avec son environnement proche sur les plans économiques, énergétiques et sécuritaires. La culture de sécurité. La chute de l'Empire ottoman et la guerre d'indépendance turque ont profondément ancré dans l'esprit des décideurs turcs une vision sécuritaire de la politique étrangère. Le traité de Sèvres de 1920, accord fantôme qui sera remplacé par le traité de Lausanne en 1923 à la suite de la guerre d'indépendance nationale dirigée par Mustafa Kemal, représente un choc pour les Turcs. Aujourd'hui, c'est bien le syndrome de Sèvres qui entretient la croyance que le monde extérieur et des collaborateurs internes tentent de diviser la Turquie, une représentation qui se diffuse à travers la culture populaire. L'eau dort, l'ennemi ne dort jamais, murmure un dicton populaire turc. En ce sens, le trauma initial, jamais dépassé, dont le souvenir est cultivé par les générations politiques successives, perpétue en Turquie une obsession sécuritaire. Pour le chercheur Ali Karaomanoglu, les expériences historiques et la perception de danger durant la guerre froide ont façonné une culture de sécurité nationale, en Turquie, qui a influencé sa quête de sécurité par les alliances, sa politique étrangère circonspecte et les persistants efforts des gouvernements successifs d'intégrer l'Occident. Un tel accent sur la sécurité a conduit à une vision réaliste du système international, perceptible aujourd'hui dans le refus turc de voir émerger au nord de la Syrie un Kurdistan autonome. En ce sens, la question kurde est la préoccupation sécuritaire majeure de la Turquie au Moyen-Orient en raison de la présence de minorités kurdes en Syrie, en Iran et en Irak, 3 pays frontaliers. La rationalité économique. Le dynamisme économique de la Turquie est un autre déterminant majeur de sa politique étrangère. Le décollage de l'économie turque durant la décennie 2000 trouve ses origines dans les réformes libérales de Turgut Özal, Premier ministre de 1983 à 1989 puis président jusqu'en 1993. L'ensemble des mesures de libéralisation vise une industrialisation accrue, l'orientation de l'économie vers l'exportation et son intégration sur le marché mondial. Dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne, relancé par la reconnaissance officielle de la candidature turque en 1999, les gouvernements AKP accentuent la transformation de la Turquie en économie de marché. En 2012, le pays est classé 17e puissance économique au niveau mondial. Or, pour maintenir une croissance élevée et trouver de nouveaux débouchés ainsi que des sources d'investissement et d'énergie, la Turquie s'engage à établir de nouveaux réseaux de coopération. Pour Ibrahim Kalin, les nécessités géopolitiques et économiques ont forcé la Turquie à prendre un rôle actif dans son environnement proche. Le contexte international de la nouvelle politique étrangère turque. L'exercice d'une nouvelle politique étrangère turque au Moyen-Orient est profondément lié aux mutations régionales et internationales, dont 4 nous semblent fondamentales. En premier lieu, la fin du caractère bipolaire du système international en 1991, brise la ligne de démarcation jusqu'alors infranchissable entre la Turquie et l'Est au sens large, et libère la diplomatie turque de son rôle de poste avancé oriental de l'Organisation du Traité Atlantique Nord, OTAN. Si le président Turgut Özal entreprend la diversification de la diplomatie turque, en approfondissant les échanges en direction des républiques turcophones d'Asie centrale, l'AKP engagera un rapprochement économique, diplomatique et culturel saisissant avec les États du Moyen-Orient. Le deuxième événement majeur réside dans les attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain. En ce sens, la politique de War on Terror, lancée par l'administration de G.W. Bush a présenté à la Turquie l'opportunité, d'une part, de s'ériger en modèle de conciliation entre islam et démocratie et d'autre part, de réaffirmer la pertinence de sa présence dans l'Alliance atlantique par sa participation à la guerre en Afghanistan. Le troisième changement du contexte international, qui découle du précédent, est l'intervention américaine en Irak en 2003. 2 aspects essentiels marquent l'orientation diplomatique de la Turquie à ce sujet. D'une part, le refus du Parlement turc, le 1er mars 2003, d'autoriser l'utilisation du sol turc par les troupes américaines symbolise la rupture avec la diplomatie turque d'alignement prévalant du temps de la guerre froide et la divergence progressive des intérêts turcs et américains dans la région. D'autre part,
L'incertitude sur le futur de l'Irak et la perspective de formation d'un Kurdistan irakien au nord du pays sont autant de préoccupations qui réaniment le réflexe sécuritaire à Ankara. La quatrième mutation à l'échelle internationale, qui concerne directement la région du Moyen-Orient, est le printemps arabe à partir de 2011. Les soulèvements arabes modifient en profondeur l'ordre régional et placent la Turquie face à un dilemme entre un comportement éthique par le soutien aux revendications démocratiques et un comportement de réel politique en conservant ses liens intéressés avec les régimes autoritaires au pouvoir. Recherche bibliographique sur le sujet. La recherche sur la politique étrangère turque depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002 est conséquente dans le champ académique. En ce sens, les ouvrages et articles scientifiques consacrés au sujet sont nombreux, mais la majorité d'entre eux traitent des relations entre Ankara et Bruxelles. Parmi les ouvrages dédiés à l'étude spécifique de la politique étrangère turque au Moyen-Orient, 3 ont particulièrement attiré notre attention. Soulignons d'abord le travail publié par Charles Sitzenstuhl en 2011 dont le mérite est d'adopter une approche globale du sujet traité, ainsi que l'ouvrage publié la même année sous la direction de Dorothée Schmid qui propose une analyse de la politique turque sur les grands dossiers régionaux. Aussi faut-il mentionner le travail de Jana Jabour publié en 2017, dont la valeur ajoutée est l'examen approfondi de la diplomatie turque à travers le prisme de l'émergence, insistant sur la politique moyenne-orientale d'Ankara. Toutefois, peu d'auteurs adoptent dans leurs ouvrages une analyse globale de la diplomatie turque par le prisme de l'arbitrage ou dilemme entre idéologie et pragmatisme. Si ce constat légitime le présent travail, il est à noter qu'un grand nombre d'articles scientifiques et de presse adoptent le prisme que nous avons choisi. En ce sens, un débat réel existe sur les motivations du parti de l'AKP dans son engagement au Moyen-Orient depuis presque 2 décennies, que nous pouvons répartir en 3 tendances adoptant respectivement un angle d'analyse en matière d'idéologie, de pragmatisme et de lutte équilibre entre les 2 notions. Ainsi, une première analyse, portée notamment par des auteurs anglo-saxons, accorde une orientation nettement idéologique à la politique étrangère du parti de l'AKP, insistant sur ses racines et sa rhétorique islamiste. C'est en ce sens que l'historien Soner Sagaptay considère que l'actuel président turc, Recep Tayyip Erdogan, entend ressusciter la grandeur de l'Empire ottoman et se rêverait en sultan du monde musulman. Bien que les cadres du parti se présentent comme des conservateurs démocrates, et se gardent bien dans un premier temps, de revendiquer l'héritage de l'islam politique turc, l'AKP serait en voie de procéder à une islamisation de la société et de la politique étrangère turque. Ce processus s'inscrit bien en rupture avec la tradition kémaliste, Sagaptay affirmant que la contre-révolution d'Erdogan s'applique à faire de l'islam la pièce maîtresse de la politique turque, et voit le rôle de la politique étrangère du pays comme étant en priorité anti-occidentale. Nous le constatons, la critique du caractère islamiste de l'AKP se fait à travers son comportement vis-à-vis de l'Occident, et certains éditorialistes déplorent que la Turquie soit loin de son point d'équilibre entre l'Est et l'Ouest. De même, le parallèle entre l'identité de l'AKP et une sensibilité vis-à-vis des affaires du monde musulman cherche à démontrer que le parti est plus enclin à nouer des liens avec le Moyen-Orient au nom d'une identité religieuse commune. S'interrogeant sur la pertinence de parler de diplomatie islamique, le chercheur Michel Bozdemir constate que ce qui est nouveau dans la politique étrangère turque, c'est la coloration islamique qui s'affirme désormais sans complexe. Le deuxième type d'analyse s'intéresse davantage aux motivations pragmatiques des dirigeants turcs. Ibrahim Kalin lui-même, comme pour réfuter les théories d'un agenda islamiste caché de l'AKP, reconnaît le débat existant sur les inclinaisons idéologiques de son parti, mais souligne cependant une tendance à négliger ou accorder moins d'importance aux nécessités politico-économiques qui forcent la Turquie à prendre certaines positions en politique étrangère. Pour le politologue Ömer Taspinar, la mise en avant de l'argument idéologique est très présente au sein de la plupart des milieux américains qui se focalisent sur les tensions entre laïcité et islam ou entre Orient et Occident, et néglige les forces à l'œuvre dans la politique étrangère turque que sont l'intérêt national et le gaullisme turc. En ce sens, l'objectif de l'AKP serait moins d'appliquer une politique idéologique que de poursuivre une politique de grandeur basée sur la défense des intérêts nationaux.
Ce prisme d'analyse par le pragmatisme est confirmé par le chercheur Nicolas Danforth, qui voit dans le réengagement de la Turquie au Moyen-Orient une réponse à des réalités stratégiques, une adaptation qui prend en compte l'Alliance atlantique dans ses calculs. Dans cette perspective, quel que soit son discours, aucun gouvernement turc ne semble prêt à entretenir des relations avec tout État au Moyen-Orient au point de compromettre ses liens avec les États-Unis et Israël. Le troisième type d'analyse s'attelle à dépasser l'opposition entre les deux approches, idéologique et pragmatique, qui ne sont pas nécessairement conçues comme exclusives l'une de l'autre. Deux orientations alimentent la politique étrangère turque selon le chercheur Philippe Robin. Une approche machiavélienne et une approche kantienne. Ces deux approches sont évolutives en fonction du contexte étudié. C'est dans cette perspective d'analyse approfondie à la fois des motivations idéologiques et des nécessités pragmatiques que s'inscrit notre étude. Méthodologie. Le présent travail se propose d'identifier les déterminants historiques, économiques, sociologiques, identitaires et politiques influençant l'arbitrage entre idéologie et pragmatisme dans la diplomatie moyen-orientale de la Turquie. En ce sens, nous emprunterons des éléments de divers champs disciplinaires, principalement l'économie, les relations internationales, l'histoire, la sociologie du personnel politique et la science politique de manière globale. Pour réaliser cette démarche pluridisciplinaire, nous mobiliserons diverses sources. Ouvrages universitaires, articles scientifiques, enquêtes d'opinion publique, rapports institutionnels, expertise de think tank, articles de presse, écrits et discours de décideurs politiques turcs. Ces sources seront principalement en anglais et français, et dans une moindre mesure, en langue arabe pour percevoir l'image de la Turquie dans le monde arabe. Il est à noter ici que nous avons rencontré des difficultés à nous procurer l'édition en arabe du livre publié par Ahmet Davutoğlu, en 2001, qui a inspiré la politique étrangère de l'AKP au Moyen-Orient. Pour compenser cette carence, nous aurons recours aux nombreux articles, discours et entretiens réalisés par l'auteur, de même que la littérature académique traitant de son ouvrage et de sa pensée nous sera très utile. De manière globale, nous convoquerons les résultats de nos entretiens, réalisés de manière semi-directive, avec des spécialistes d'horizons différents de la politique étrangère turque. Problématisation et résumé de la thèse. L'étude de la politique étrangère de la Turquie sous l'ère AKP suscite un débat sur les motivations de ces nouveaux acteurs de la vie politique turque, que nous pouvons placer dans un schéma plus général de questionnement sur les motivations des actions de l'État dans le système international. Bien souvent, les différentes tendances analysant le cas turc se réfèrent aux théories de relations internationales. Figure reconnue du courant néo-réaliste dans l'étude des relations internationales, Kenneth Waltz développe la théorie selon laquelle trois images alternatives permettent d'expliquer le comportement des États. L'individu et ses caractéristiques propres, la politique intérieure et le caractère anarchique du système international. Selon l'auteur, seule la dernière image est pertinente pour analyser le comportement des États, animés par la recherche de puissance et la poursuite des intérêts nationaux. Cependant, la prise en compte du seul niveau international nous semble insuffisante. En ce sens, nous considérerons également le rôle de la psychologie des dirigeants de l'AKP, et l'existence d'un jeu à double niveau entre politique intérieure et extérieure. Aussi, nous emprunterons des éléments à l'approche constructiviste pour disposer d'une image globale des motivations des États. Selon Martha Finmore, la politique mondiale est déterminée moins par une structure objective de rapport de force matérielle que par une structure cognitive composée des idées, croyances, valeurs, normes et institutions. Ainsi, l'approche constructiviste se distingue des théories libérales et réalistes dans sa capacité à mettre en évidence l'influence de facteurs non matériels dans le comportement des États. Notre thèse consiste à démontrer l'existence, dans la politique étrangère turque au Moyen-Orient, d'un arbitrage constant entre idéologie et pragmatisme, sujet à une redéfinition permanente sous l'influence de facteurs matériels et non matériels, déterminants se manifestant au niveau individuel, national et international. Ainsi, notre objectif est moins de nous positionner d'un côté ou de l'autre dans le débat entre les lectures idéologiques et pragmatiques, que de mettre en lumière un enjeu de conciliation-tension entre deux types de facteurs, matériels et non matériels. D'une part,
il s'agira de déterminer le rôle des structures idéales, notamment les perceptions individuelles et collectives, les valeurs, l'identité et la mémoire historique dans la définition des orientations diplomatiques turques vis-à-vis du Moyen-Orient. D'autre part, il conviendra d'analyser l'influence des contraintes matérielles notamment économiques, sécuritaires et contextuelles dans cette prise de décision. En somme, notre objectif est de déterminer dans quelle mesure les dirigeants de l'AKP sont influencés par des facteurs matériels et non matériels dans leur arbitrage entre idéologie et pragmatisme, et comment ce choix évolue et se décline dans la politique moyenne-orientale d'Ankara. Plan de travail. Comprendre les interactions entre la Turquie de l'AKP et son environnement régional requiert une mise en perspective historique et contextuelle, partie 1. Dans un premier temps, il s'agira d'analyser le rôle de l'idéologie et du pragmatisme dans la relation entre l'Empire ottoman et ses provinces arabes, puis entre la République turque et un Moyen-Orient redessiné par les mandats de la SDN et la guerre froide, chapitre 1. Dans un deuxième temps, il conviendra d'examiner l'arrivée au pouvoir de l'AKP à la faveur d'une mutation pragmatique vis-à-vis de l'islam politique turc, et d'une redéfinition du rapport entre civils et militaires au profit des premiers. Aussi, les fondements théoriques de la diplomatie de l'AKP et le profil de ses cadres laissent entrevoir le rôle de la psychologie et de la perception d'une appartenance commune de la Turquie et du Moyen-Orient à la civilisation islamique, sans négliger les intérêts stratégiques comme vecteurs de rapprochement avec la région, chapitre 2. Par ailleurs, nous démontrerons la définition d'un arbitrage entre les approches idéologiques et pragmatiques au profit de la seconde, durant les années 2002 à 2011, partie 2. D'une part, la Turquie s'engage dans une politique réaliste de zéro problème avec les voisins, et projette de se constituer une assise régionale pour son émergence, chapitre 3. Aussi, à la faveur du décollage économique de la Turquie, la rationalité économique et dans une moindre mesure, la proximité religieuse affichée par la nouvelle bourgeoisie islamique, anime la diplomatie d'Ankara dans la région à la recherche de partenaires commerciaux et énergétiques, chapitre 4. Cependant, ayant consolidé son pouvoir, l'AKP semble accorder une place de plus en plus importante à une approche idéaliste dans sa diplomatie, notamment après l'arrivée au ministère des Affaires étrangères d'Ahmet Davutoglu en 2009. Ce rééquilibrage du rapport idéologie-pragmatisme trouve son application la plus probante dans l'ambivalence assumée de la diplomatie turque vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, chapitre 5. Finalement, le printemps arabe à partir de 2011 semble consacrer le retour de l'idéalisme dans la diplomatie turque et révéler le caractère singulier de l'exemple démocratique turc. Partie 3. L'alliance entre islam et démocratie, la prospérité économique et le discours turc au ton néo-tiers-mondiste ont constitué un modèle turc relativement séduisant dans le monde arabe, attractivité entretenue dans la région par la diplomatie publique, les think tanks, l'audiovisuel et les organisations non gouvernementales islamiques, chapitre 6. Toutefois, le défi du printemps arabe a remis en question des partenariats construits durant une décennie avec des régimes autoritaires dans la région et dévoile un dilemme entre éthique et intérêt national. Si l'idéal révolutionnaire prévaut dans les premières années, la Turquie est contrainte par les réalités géopolitiques d'adopter une politique plus pragmatique et se concentrer sur ses intérêts nationaux que le conflit syrien menace, chapitre 7. Partie 1. Les fondements de la politique étrangère turque au Moyen-Orient. Il est impossible pour la Turquie, l'État héritier de l'Empire ottoman, de limiter l'horizon de sa pensée stratégique à ses frontières territoriales légales. Cet héritage historique impose à la Turquie la nécessité et la responsabilité d'intervenir, à n'importe quel moment, dans des endroits multiples à l'extérieur de ses frontières. Chapitre 1. Les relations historiques avec le Moyen-Orient, de l'Empire ottoman à la fin du XXe. La politique étrangère turque au Moyen-Orient est l'héritière de relations historiques sous l'ère impériale puis républicaine. À l'époque ottomane, ces relations sont faites d'un vécu commun, d'une proximité religieuse et culturelle, mais également d'un rapport de sujétion puis d'une lente dissociation. La qualité de calife des sultans ottomans et leur recherche de gains matériels soulèvent l'interrogation sur la nature du lien entre l'Empire et ses provinces arabes.
Ce lien semble composé d'intérêts pragmatiques et de considérations religieuses. À la faveur de la question d'Orient, et de la montée des revendications d'autonomisation dans les provinces arabes au XIXe siècle, et de la politique panislamiste du sultan Abdulhamid II, la question devient de plus en plus cruciale pour déterminer le futur de l'Empire ottoman. Aussi, il est nécessaire d'analyser le rôle de l'idéologie des jeunes Turcs et de l'arabisme, mais également de la Première Guerre mondiale dans la rupture turco-arabe. Ensuite, la période de la République turque ouvre la voie à un débat sur le caractère idéologique de l'orientation kémaliste vers l'Occident et la prise de distance vis-à-vis du Moyen-Orient durant l'entre-deux-guerres. Cet enjeu de définition des relations de la Turquie avec son environnement oriental perdure dans une moindre mesure durant la guerre froide, étant donné qu'une ligne semble diviser les camps de l'Ouest et de l'Est, mais refait surface durant les années 1990. En ce sens, durant le XXe siècle, la Turquie se focalise principalement sur sa sécurité par l'Alliance atlantique et sa prospérité économique par le processus d'adhésion à la communauté européenne, sans pour autant marginaliser ses relations avec ses voisins arabes. 1. La relation entre la Sublime Porte et ses provinces arabes à l'époque ottomane. Motivé par une réelle politique offensive, l'Empire ottoman ne cesse de s'étendre durant 4 siècles, devenant une puissance impériale européenne et le centre du monde musulman. En politique étrangère, le réalisme des sultans devient progressivement défensif dans le but de préserver les provinces ottomanes et notamment arabes sous sa domination. Cette politique est faite d'alliances réalistes avec des puissances européennes, de réformes internes et d'une dimension panislamiste au XIXe. Cependant, les tentatives de l'Empire d'enrayer son propre déclin sont condamnées par la Première Guerre mondiale, qui révèle les embryons des nationalismes turcs et arabes, facteurs de méfiance mutuelle. À la réelle politique offensive de l'Empire ottoman, 14 à 18, entre Orient et Occident. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.